Radio J. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Et les rendez-vous de la Viso aujourd'hui, c'est avec Maya. Termination Maya, bonjour. Bonjour Lise. Alors, je vais vous laisser nous présenter notre invitée. Je vais juste dire qu'elle est en direct d'Israël avec nous et je vous laisse la parole, Maya. Alors Lise, le shekel en ce moment est fort, très fort face à l'euro comme au dollar. La monnaie israélienne atteint un niveau très élevé. En théorie, cela devrait faire baisser le prix des importations et donc alléger le coût de la vie. Mais dans les faits, les Israéliens continuent de payer très cher leurs courses, parfois même plus cher qu'en Europe. Alors, pourquoi les prix ne baissent-ils pas ? Pourquoi le coût de la vie reste-t-il aussi élevé ? Et peut-on encore changer ce modèle économique ? Pour en parler, nous recevons Yael Ifra. Bonjour Yael. Bonjour. Yael, vous êtes... Oui. Yael, vous êtes une ancienne restauratrice. Vous avez ensuite travaillé à la Knesset sur les questions économiques et sociales. Et quand vous arrivez en Israël il y a une dizaine d'années, vous avez été frappée par deux choses, le coût de la vie et le mauvais rapport qualité-prix dans l'alimentation. Petit à petit, vous découvrez les monopoles, les importateurs exclusifs, la concentration du marché et finalement le faible pouvoir d'achat du consommateur israélien. Pendant le Covid, vous lancez alors Kaspenu, donc notre argent en hébreu, une application gratuite inspirée de Yuka qui introduit notamment le Nutri-Score en Israël et permet également de comparer les prix. Mais derrière cette application, il y a une réflexion beaucoup plus large. Transparence, pouvoir d'achat, information des citoyens et même démocratie économique. Alors déjà, Yael, vous avez eu plusieurs vies professionnelles en Israël, restauration, politique, entrepreneuriat. Est-ce que, selon vous, l'ALIA oblige finalement à se réinventer professionnellement ? Alors oui, évidemment, l'ALIA, c'est un très joli mot pour dire qu'en fait, on est un immigré, voilà, dans un pays étranger qui a des codes et qui a une société complètement différente de la société française, même si Israël a l'air d'un pays occidentale, enfin par certaines apparences, c'est pas du tout comparable à une société européenne, ni même aux États-Unis. C'est une société de l'entre-soi, une société où les gens fonctionnent avec des relations personnelles. En ça, c'est assez oriental. Et quand on arrive et que on n'a pas des relations, ou alors qu'on n'a pas une des professions en tension, pour lesquelles Israël a fait beaucoup d'efforts et à juste titre pour intégrer ces immigrants, comme par exemple la médecine aujourd'hui ou certaines professions paramédicales, bah c'est très difficile, il faut tout recommencer à zéro parce que beaucoup de professions n'existent pas et puis de toute façon, on laisse derrière soi toutes ces connaissances, tous ces réseaux, toutes ce qui fait qu'on a des compétences qui sont adaptées à un certain pays. Bon, moi j'avais fait beaucoup de professions différentes, hein. J'avais été productrice télé, j'étais restauratrice pas en Israël, hein. J'étais restauratrice en France. Où ça avec un diplôme français. Où dans le étiez-vous ? 17e, voilà. Recardinet, j'avais un restaurant cachère dans le 17e. Donc, quand je suis arrivée en Israël, j'ai tout recommencé. Ouvrir un restaurant en Israël, c'est pas du tout comme ouvrir un restaurant en France. Donc, enfin, je vais pas expliquer pourquoi, c'est pas important, mais en tout cas, c'est pas quelque chose que j'ai voulu faire. J'ai travaillé dans un vignoble, puisque j'étais spécialiste du vin pendant 1 an. Et ensuite, complètement par hasard, je suis rentrée à la Knesset. Et en effet, j'ai dû faire beaucoup travailler, beaucoup me réinventer, faire des gros efforts pour l'hébreu, puis voilà, je suis arrivée, je connaissais vraiment personne. Donc j'ai eu une chance inouïe parce que en fait je suis devenue la conseillère parlementaire de Eli Elalouf, pour qui bah d'ailleurs j'ai eu l'honneur d'organiser il y a 2 jours une très belle cérémonie à la Knesset en son souvenir. Et puis, j'ai appris Israël à travers la Knesset. Mais en effet, Maya, vous avez raison, il faut tout recommencer, il faut se remettre entièrement en question. Et donc, c'est pour ça que, comme je dis toujours, je ne travaille pas à l'agence juive. C'est magnifique d'aller en Israël, surtout si on est sioniste et que on pense que c'est une société à laquelle il faut contribuer à tout prix, ce qui est mon cas. Mais de là à penser que tout le monde nous attend. Non, Bah on non. n'est Voilà. pas très attendu, c'est vrai. Alors, vous dites souvent, Yael Ifra, avoir été choqué par certaines pratiques commerciales en Israël. En fait, qu'est-ce qui vous a le plus surpris en arrivant ? Ben alors, vous savez, quand les vacances se terminent et qu'on va rester, hein, on va pas rentrer à la maison pour la rentrée des enfants, on se rend compte qu'en fait, Israël, c'est un pays extrêmement cher quand on commence à faire des courses pour le quotidien, tout simplement, comme ce qui m'est arrivé. J'avais 3 enfants, des jeunes enfants, et bah, je me suis mise à m'occuper de la maison, à cuisiner,
Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout comme la France, qu'il y avait un choix très très inférieur de produits. Donc, pour vous donner une idée, hein, dans un supermarché en France, il peut y avoir jusqu'à une centaine de milliers de références dans un hypermarché. En Israël, pour tout le pays, il y a 40 000 références. Dans un supermarché de base, 20 000. Donc c'est vraiment très très peu. Je vous parle avec toutes les déclinaisons possibles et imaginables d'un même produit, les produits d'entretien, etc. Donc il y a déjà beaucoup moins de choix. Et ensuite j'ai découvert assez rapidement qu'il y avait non seulement il n'y avait pas de choix, mais surtout c'était toujours les mêmes marques qui revenaient et que les prix étaient les mêmes selon les marques. Il n'y avait pas la possibilité de dire bon je vais prendre ça, ça va être moins cher parce que toutes les marques sont au même prix. Donc, on comprend assez rapidement que le marché est très concentré. Et moi, il s'est trouvé que je suis arrivée en 2015 en Israël. 2015, c'était 4 ans après le mouvement social et la réforme du cottage. Et c'est l'année où était paru un documentaire qui décortiquait le marché israélien, qui avait été fait avec la contribution d'un ancien comptable de l'État, le professeur Yaron Zelicha. Et donc, ça s'appelait le plateau d'argent. Voilà, je m'en souviens très très bien. Et je l'ai vu dès qu'il est sorti. J'ai une copine qui m'a dit, il faut absolument que tu vois ça. Je l'ai vu et en fait, ça a expliqué exactement. On le voyait se balader dans les allées du supermarché et dire, bon, c'est les marques qu'on connaît même en France, hein, Osem, Telma, etc. Puis montrer les produits et dire Osem, 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 Telma, Osem, Osem. Et donc en fait, on comprend comme ça que il y a que des duopoles en Israël. Il y a que 2 marques pour chaque catégorie de produits. Et que les marques ne se font pas la concurrence pour des raisons bien évidentes, que pourquoi est-ce qu'on va embêter le voisin si moi je suis prioritaire sur les chips, toi tu seras prioritaire sur les cacahuètes et puis moi je ferai mon prix, toi tu feras le tien, je te ferai pas vraiment la concurrence. Et donc en fait, j'ai découvert très rapidement que la vie de consommateur en Israël, alors que moi j'étais une consommatrice très avisée, j'étais abonnée à l'UFC Que Choisir, j'avais acheté de la nourriture de façon professionnelle puisque j'étais restauratrice, je me suis rendu compte que c'était pas du tout comme ça. Et surtout que c'était hyper cher, c'est-à-dire 30, 40, 50, 60% plus cher qu'en France pour des produits identiques. J'ai complètement arrêté, à mon grand regret, de consommer du bio, alors que quand j'étais en France, je consommais énormément de bio. Alors en Israël, c'est simple, c'est hors de prix. C'est réservé à une clientèle très 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 favorisée, c'est-à-dire le litre de lait bio en Israël, ça doit être aux alentours de 8 euros, quelque chose comme quand ça. Même, le oui. litre, hein. Oui. Oui, voilà. Les œufs, on n'en parle même pas. C'est extrêmement cher. Ça n'intéresse pas les agriculteurs israéliens. Il n'y a pas du tout l'amour du terroir, etc. Donc du coup, en fait, je me suis rendu compte Et les consommateurs les consommateurs non plus du coup, parce que s'il y avait une demande prégnante des consommateurs israéliens, peut-être que les agriculteurs enchaîneraient, non? Vous croyez pas? Pour qu'il y ait une demande, il faut qu'il y ait une éducation du marché. Voilà, c'est toujours ça. le même problème. Oui. Voilà, comme les agriculteurs israéliens n'arrêtent pas de nous trompeter dans les oreilles que leur ferme elle est magnifique et qu'ils sont proches de la nature, alors qu'en fait Israël est pratiquement champion du monde de l'utilisation des pesticides, qu'il y a des produits agricoles qui sont refusés à l'export parce que quand ils arrivent, les tests, ils passent pas les tests parce qu'ils ont trop de résidus de produits phytosanitaires. Donc du coup, ça va complètement contraire à un discours qui voudrait dire qu'il faudrait produire mieux. En fait, en Israël, l'agriculture est très nationaliste. C'est surtout l'expression du pays et l'expression de la puissance des agriculteurs. Et puis, n'oubliez pas, c'est aussi important quand même de le dire, beaucoup d'exploitations agricoles sont situées aux frontières du pays. On a envoyé les agriculteurs pour tenir les frontières. On l'a bien vu lors de l'attaque du 7 octobre. Que c'était des domaines agricoles, des agriculteurs, des kibboutz. C'est la même chose dans le nord. 70% des exploitations des producteurs d'œufs se trouvent dans le nord. Donc, on les a balancés là-bas. Autant dire que bon, pour eux, c'est plutôt une mission politique et nationale et que le bio, on va dire que c'est un peu le cadet de leurs soucis. Mais pour le coup, de toute façon, même quand on n'est pas en bio, c'est très très cher, ça ne change rien. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai découvert assez rapidement, mais sans très très bien encore aller chercher ce qui se passait derrière. Ensuite, quand je suis rentrée à la Knesset, j'ai découvert encore un autre aspect de la société israélienne, qui est l'aspect des inégalités sociales qui sont très importantes, parce que, une fois de plus, quand vous allez faire votre aliyah, ce que vous voyez, c'est la Startup Nation, il y a la mer, il fait beau, il y a du soleil, les enfants sont sympas, enfin, je sais pas moi, voilà, plein de choses. Oui. Mais en fait, Israël, c'est une des sociétés les plus inégalitaires du monde. C'est plus inégalitaire que les États-Unis.
Ça veut dire que les écarts entre les plus riches et les plus pauvres sont colossaux, que derrière les tours en verre de Tel Aviv, il y a vraiment beaucoup de gens qui finissent pas le mois. C'est un pays de la charité, au sens que nous, en France, on n'aime plus du tout. Ça veut dire que c'est un pays où il y a des millions de personnes qui reçoivent des colis alimentaires pour se nourrir, où il y a des volontaires qui vont distribuer dans les maisons de retraite de la nourriture à des personnes âgées ou à des enfants dans les écoles, etc. Il n'y a pas de cantine à l'école en Israël. Ça n'existe pas. Oui. C'est Il y a aussi un un projet pays où qu'on les appelle, gens vivent tous avec à découvert, en fait, où font des emprunts pour partir en Oui. vacances, énormément d'emprunts à la consommation également. Oui. Oui. Oui, puis c'est un pays où on travaille énormément, il faut pas oublier, hein. La durée du travail en Israël, c'est 42 heures par semaine. Alors les salaires sont pas plus bas qu'en France, mais donc on travaille beaucoup plus. On a 12 jours de congés par an. C'est moins aussi que les États-Unis, moins je sais pas que le Mexique, hein. On est vraiment dans les plus gros travailleurs de l'OCDE avec une productivité qui est assez faible. Donc du coup, ça fait qu'on est obligé de travailler toute sa vie, tout le temps, en permanence. Les jeunes commencent à travailler à l'âge de 12, 13 ans, des petits boulots. Ensuite, ils sont serveurs. Ensuite, enfin, c'est comme ça. Parce que comme un café coûte pareil 8 euros, bah, il faut bien pouvoir se payer les plaisirs de la vie. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que Israël, c'est quand même un pays avec une pulsion de vie magnifique, avec une population qui est très vitale, qui est très vivante, qui est très dynamique. Et donc, en fait, les gens veulent profiter de la vie. C'est déjà assez dur, hein. Il y a la guerre. Il y a, C'est ça, sans c'est cesse quand des même, menaces. c'est un pays Voilà. en guerre avec tout ce que ça implique à la fois au niveau de la vie quotidienne et aussi de toutes les angoisses que ça peut créer dans la population. Et du coup, Oui, voilà, moi, ce que je voudrais dire. Oui, allez-y, Maya. pardon, non, mais Yael, vous parliez, si on revient un peu sur les préoccupations économiques, les inégalités, vous parliez des systèmes de monopole à travers ce documentaire, et moi j'aurais bien aimé comprendre comment ça s'est mis en place, comment ça peut perdurer, parce que je pense que ça se voit en fait, et comment ça se fait que personne ne casse ces monopoles, comment ça se fait, d'où ça vient et pourquoi ça perdure. Alors, on va le faire très rapidement quand même, hein. Israël, c'était un pays qui, à sa création, était un pays de type socialiste, hein, une économie administrée Oui. avec un parti unique, le MAPAI, le Parti travailliste. Quand l'économie a été construite, elle a été construite de toutes pièces, hein. C'était un nouveau pays avec des nouveaux habitants. Il y avait la volonté de la part du Yishuv, donc c'est-à-dire ceux qui ont construit les institutions de l'État avant la création de l'État, de favoriser ce qu'on appelait le travail hébreu, donc le travail juif. Et donc, en fait, on a voulu créer des industries, de l'agriculture, on a voulu créer tout qui soit fait pour le nouvel homme juif, qui était l'homme qui était venu réhabiter en Palestine mandataire, qui est par la suite devenu Israël. Et donc, en fait, quand on construit une économie à partir de zéro, bah, c'est l'État qui construit. Donc, il y avait de l'argent, il y avait des prêts des États-Unis, il y avait il y avait la Histadrut qui était le plus grand syndicat du pays. Et donc, on a fait, en fait, en gros, un peu une entreprise par secteur. Une entreprise pour les laitages, qui était une coopérative, Tnuva, mais qui en fait prenait le lait chez tous les agriculteurs. On a fait une usine qui faisait toutes les chips, les pâtes pour le pays, Osem, hein, qui faisait Telma, pour le café, la soupe en poudre. En plus, bon, c'était des produits qui n'étaient pas non plus super haut de gamme. Et donc, en fait, on s'est retrouvé que le marché était neuf. Et c'était un pays qui était en construction, et même des industries privées, comme par exemple la société Strauss, qui était une société privée, est devenue hyper rapidement un immense empire, parce que tout simplement, il n'y avait pas assez d'acteurs sur le marché. Et quand ça marchait hyper bien, ça vendait à tout le monde. Et puis comme l'État administrait, et ben en fait, il pensait pas à la concurrence, ça l'intéressait pas du tout. L'État Ben Gurion, ce qu'il voulait, c'est que le pays il roule. De toute façon, il était tout le temps au bord de la faillite. Et donc finalement, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est construit comme ça. Et puis quand la révolution conservatrice est arrivée en 1977 avec l'arrivée au pouvoir de Menachem Begin, on a libéralisé entièrement toutes ces entreprises, beaucoup d'entreprises nationales, mais au lieu, une fois de plus, d'avoir un régulateur qui comprend que s'il n'y a pas de concurrence, ça va mal se passer, on a affilé les monopoles privés, publics à des monopoles privés. C'est comme ça que la Société nationale de téléphone est devenue Bezek, société privée, 100% du marché. C'est comme ça que, je sais pas moi, on a donné comme ça beaucoup d'industries. Elite pour le chocolat. Et puis,
Exactement, c'était des sociétés qui étaient appuyées sur l'État et qu'on a désappuyées entre guillemets, et elles se sont retrouvées avec des marchés à 100%. Et on n'a jamais rien fait pour casser ces monopoles. Et le pays s'est développé de façon phénoménale à partir des années 90, avec ces entreprises qui avaient déjà des très très grosses parts de marché, qui sont devenues de plus en plus grosses. Et c'est comme si on avait donné toute la télé, tout Orange, on avait tout donné à Bouygues par exemple, Télécom, qui appartient à un groupe du bâtiment. On lui avait dit voilà, c'est toi le téléphone en France pour 60 millions d'habitants. Bah, vous imaginez, bah, c'est un peu la même chose. Et puis, plus les entreprises ont du pouvoir, plus c'est difficile d'avoir des nouveaux entrants. Et malgré les réformes qui ont été faites dans les années 2000 par Benyamin Netanyahou quand il était ministre des Finances, qui a essayé de casser un certain nombre de monopoles, ça n'a pas été suffisant. On n'a rien démantelé. Et aujourd'hui, c'est vraiment trop tard. On est arrivé à un moment où on est un gros pays avec 10 millions d'habitants, des sociétés multinationales. Strauss, par exemple, est installé dans 10 pays du monde. C'est des sociétés les plus profitables du monde. Le niveau de prix ne cesse d'augmenter, mais comme les Israéliens n'avaient aucune éducation de consommateurs et qu'ils sont devenus en gros de pauvres à riches, et la croissance a profité à tout le monde en fait, dans un certain sens. On travaillait dur, mais quand même on réussissait, on s'achetait une maison, on s'achetait une voiture. C'était avant qu'aujourd'hui les appartements soient inabordables, etc. Il y a eu tout un moment où des classes moyennes, des classes modestes, aussi des familles séfarades qui étaient complètement mises de côté, ont accédé à finalement la richesse, au pouvoir à la d'achat, prospérité israélienne. Voilà, et ça a commencé à se retourner quand finalement ces abus entre guillemets des entreprises sont devenus trop importants et que les inégalités à la suite de ça se sont développées. Et donc en fait, c'est tout bête, on a une confiscation de la richesse au profit de très très grosses sociétés qui sont monopolistiques, donc qui peuvent se permettre de faire les prix qu'elles veulent parce que vous n'allez pas arrêter d'acheter du lait ou des yaourts alors qu'il n'y a qu'une seule boîte, bah, vous achetez ce qu'il y a. Et puis, les salariés israéliens travaillent très très dur, mais ne sont pas suffisamment productifs. Et donc, on a une espèce de plafond de verre. Les gens ne gagnent plus assez d'argent. Le coût de la vie ne cesse d'augmenter parce que les entreprises sont gourmandes et qu'elles peuvent se le permettre. Il y a aussi beaucoup à dire sur l'attitude des entreprises israéliennes par rapport à la société, par rapport au marché, en termes de solidarité nationale, qui est inexistante. Et donc, du coup, on se retrouve dans une situation où aujourd'hui les familles ne bouclent plus le mois, y compris des familles de la classe moyenne, où l'immobilier est devenu inabordable, mais vraiment c'est pas possible. Les primo-accédants doivent s'endetter. Alors il y a toutes sortes de manœuvres faites par les promoteurs immobiliers pour continuer à booster le marché, mais en gros l'immobilier est complètement déconnecté de la réalité économique du pays. Et donc, en fait, les ménages tirent la langue, mais ne veulent pas le dire parce qu'en Israël, les gens sont très fiers. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai commencé à travailler sur Caspenou. Alors, justement, très bonne transition. Caspenou donne des informations nutritionnelles, mais aussi du pouvoir aux consommateurs. Est-ce que la transparence économique est devenue aujourd'hui une forme, selon vous, Yael Ifra, de contre-pouvoir ? Ah, absolument. Alors déjà pour expliquer, parce que Maya a dit que j'avais créé Caspenou en 2020, pas du tout. J'ai commencé à réfléchir à Caspenou en 2020, je l'ai lancé il y a 1 an. Donc c'est une application qui est un non-profit, ce qu'on appelle un tech for good. Ça veut dire que j'ai ramassé de l'argent auprès de donateurs privés pour pouvoir créer une application qui va donner des informations en toute transparence. C'est un peu comme Yuka, d'accord ? Sur les produits, c'est ça, sur les produits de consommation. Oui, en fait. Exactement, sur les produits alimentaires, avec le prix aussi, ce qui n'existe pas en Europe puisque c'est interdit de publier les prix. En Israël, les prix sont publiés, donc on peut aussi donner le prix du produit, le prix moyen, le prix le moins cher. On donne le Nutri-Score, on donne aussi, on explique que le produit est ultra transformé. Et en effet, c'est une première initiative comme il n'y en a aucune autre en Israël, qui va donner une très grosse quantité d'informations gratuitement aux consommateurs de façon bienveillante et de façon totalement impartiale. Donc c'est quelque chose que les Israéliens ne connaissent pas. Alors l'application a eu un très très grand succès populaire quand elle a été lancée il y a 1 an, puisqu'on a eu plus de 60 000 téléchargements en 3 mois. Si on multiplie par 8 à peu près pour les proportions de population, vous voyez que ça fait comme un demi-million de téléchargements. Donc c'est énorme. Et il y avait vraiment, on a rencontré notre public, c'est-à-dire que on voyait qu'il y avait un public qui attendait ces informations, qui nous remerciait, qui voulait les avoir. Mais j'ai été dans l'incapacité ça a été très compliqué d'avoir des relais institutionnels comme ça a pu se passer avec Yuka, avec Open Food Facts en France, toutes sortes d'applications, même Clear Fashion. Une fois qu'on a fait ce projet, généralement on a un relais institutionnel, le gouvernement. Et alors, là, ça n'a pas suivi. Ça n'a pas suivi. Le ministère de la Santé m'a demandé, moi, de leur donner de l'argent. Voilà. Ah, d'accord. Formidable. Voilà.
c'est comme ça que ça fonctionne. L'État est très très faible en Israël, il est dysfonctionnel complètement. Il fait pas son travail. Et en termes de high-tech, on ne pousse que les projets qui gagnent beaucoup d'argent. Et c'est pour ça aussi qu'on est dans cette situation d'inégalité, de manque de transparence, d'impuissance des citoyens. Et donc, ce qui était important, c'était aussi de créer les conditions de possibilité d'un tel projet en montrant que c'était possible, tout simplement, de le faire, Bien en sûr. amenant en amenant des idées qui sont françaises, en fait, d'universalisme, de gratuité, de transparence, qui en Israël sont totalement étrangères à la société. Faut quand même le dire. On a beaucoup de solidarité en Israël, mais au niveau privé, on a beaucoup de Et au charité niveau aussi. C'est local, quelque chose que je pense au niveau des communautés. au niveau local, au niveau ouais. privé, les gens font du volontariat, ils donnent de l'argent. J'ai juste une il y a question des- comme je complémentaire, vous dis- Yael, sur oui. le projet d'Iuka. C'est quoi vos prochaines étapes du coup? Puisque vous êtes un peu. Il nous reste à peine 2 minutes. Hein. Oui, si Je vous vais avez faire très trouvé vite. Alors- porte close au niveau Non, des je cherche. institutions. Alors, je me suis présentée à toutes sortes d'accélérateurs. Je suis allée à Vivatech l'année dernière. J'étais invitée avec la délégation israélienne. J'ai écrit à de nombreux business angels franco-israéliens. Je leur ai expliqué que c'était très important de faire ce travail parce que c'est aussi une des choses qui fait que les Juifs de France ne font pas la Aliyah parce qu'ils trouvent que tout est trop cher. Je cherche la personne, la société, le fonds d'investissement, qui, au lieu de faire la charité, je le dis très clairement, de donner des colis alimentaires, aidera les Israéliens à plutôt savoir pêcher, leur donner la canne à pêche plutôt que Ouais. leur donner le poisson. Oui. Et c'est ça que fait Caspeno. Et je pense que c'est aussi important de changer de paradigme et d'aller vers une société où les consommateurs et les citoyens reprennent le pouvoir. Voilà. C'était C'est ça magnifique. mon Alors, combat. ce Oui. que vous appelez la charité, c'est bien sûr la tzedaka, on est d'accord. Ouais. Oui, mais qui n'est Oui, pas, voilà. qui n'est pas le tzedek. C'est pas du tout la même chose. C'est pas Voilà. pareil. Ce D'accord. qu'on dit en hébreu, c'est tzedek, tzedek, tirdof. Tu poursuivras la justice. La justice, c'est pas la charité, ça n'a rien à D'accord. voir. Donc C'est vous totalement parlez différent. vraiment de Oui. charité, on Oui, est un peu, d'accord. et ça reboucle avec Oui. l'action de la Viso. Pour conclure, à c'est fait. que effectivement, bon, c'est complémentaire des actions des associations juives, notamment françaises Oui. et internationales, qui essayent d'aider les ménages qui se retrouvent dans cette situation-là. Alors la Viso, c'est sur l'enfance, les crèches, comme tout le monde le sait, mais Exactement. il y a beaucoup d'autres Oui, associations. c'est vrai. Parce Merci. qu'un enfant dont on s'occupe bien, c'est un enfant qui grandit bien, et c'est un enfant qui fera des meilleures études, et c'est ce que disait toujours Elie Elalouf. Quand il a écrit son rapport sur la pauvreté, c'est ça qu'il disait. Merci. Arrêtez de donner à manger. Voilà. Merci, Merci Yael Yael, merci Ifra. infiniment, c'était passionnant. Oui, merci beaucoup Merci et au beaucoup. plaisir. Quand vous venez à Paris, bienvenue dans le Ouais. studio. Avec Au plaisir. revoir, à Merci, bientôt. Yael, au revoir. Merci. Merci Maya Termination Merci et on se beaucoup. retrouve très vite, très très vite dans le studio de Radio J. Au revoir, merci. Merci beaucoup.